Bonjour à tous et bienvenue dans la 6e et dernière vidéo du chapitre 1 de Terminal portant sur les sources et les défis de la croissance économique. Dans la vidéo précédente, nous avons montré que la croissance économique et le progrès technique étaient à l'origine d'un processus de destruction créatrice qui augmentait les inégalités de revenus entre les travailleurs selon leur degré de compatibilité et de substituabilité avec le capital technologique. Il s'agissait donc des défis économiques et sociaux posés par la croissance et le progrès technique. Dans cette vidéo, nous allons étudier les différentes limites écologiques auxquelles est confrontée la croissance et nous analyserons la capacité du progrès technique à repousser ces limites ou à les dépasser. Tout d'abord, et c'est d'actualité depuis une cinquantaine d'années, il est certain que le modèle de croissance économique actuel se heurte à des limites écologiques. Elle n'apparaît donc pas soutenable en l'état. L'épuisement des ressources, la pollution et le réchauffement climatique sont à la fois des conséquences de la croissance et du progrès technique, mais aussi la menace la plus sérieuse qui pèse sur la croissance à long terme. La croissance, permise par le progrès technique, est à l'origine de l'épuisement des ressources renouvelables et non renouvelables. Les premières sont utilisées trop rapidement par rapport à leur rythme de régénération. On pense ici aux ressources halieutiques, les poissons, aux ressources sylvicoles, la forêt, et à l'ensemble des disparitions d'espèces animales et végétales en lien avec les grandes extinctions. Cet épuisement des ressources renvoie à la notion de dépassement qui symbolise le jour où toutes les ressources annuelles ont été consommées. Généralement situé en juillet et à une date de plus en plus précoce, ce jour a cependant été reculé de plusieurs semaines cette année en raison du confinement et de la baisse d'activité à la fois de consommation et de production. En ce qui concerne les ressources non renouvelables, comme les minerais ou les énergies fossiles, toute utilisation et tout prélèvement réduit automatiquement le stock initial puisqu'il ne se renouvelle pas. Dès lors, l'épuisement des ressources, renouvelables et non renouvelables, compromet les possibilités de production et donc de croissance à long terme si les ressources utilisées actuellement ont totalement disparu. Cette surexploitation ou cette mauvaise exploitation des ressources est due aux particularités de ces biens. En effet, ce sont des biens communs, c'est-à-dire des biens rivaux mais non exclusifs. Ces biens appartiennent donc à personne en particulier et en même temps, ils appartiennent à tout le monde. Les droits de propriété sont alors mal définis, ce qui conduit à leur mauvaise gestion. On observe ici une confrontation entre la rationalité individuelle de l'exploitation de la ressource le plus rapidement possible pour faire le plus de profit à court terme, et en même temps, la rationalité collective qui vise plutôt une gestion sur le long terme de la ressource pour avoir une production durable. On pense ici, par exemple, aux ressources halieutiques, comme à la coquille Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc, où les producteurs cherchent à maximiser leur production à court terme, ce qui entraîne une surexploitation de la ressource et menace à long terme leur production, faute de ressources. Au-delà de l'épuisement des ressources, la production de richesses et la quête de croissance économique à long terme sont également sources d'externalités négatives importantes, comme la pollution ou sa conséquence, le réchauffement climatique. Ces externalités négatives sont d'autant plus produites que le coût social de ces actions est largement sous-estimé par les individus, ce qui ne les incite pas à réduire ces pratiques néfastes. La pollution et le réchauffement climatique réduisent également la production future pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ces deux phénomènes altèrent nos capacités actuelles et futures à produire en dégradant le facteur travail. On pense par exemple à la hausse des maladies et de la mortalité due à la pollution. Ces phénomènes dégradent aussi le facteur capital. Ainsi, l'élévation du niveau des océans réduit la surface exploitable, notamment agricole ou industrielle. Par ailleurs, les événements météorologiques qui sont plus violents et plus fréquents du fait du réchauffement climatique causent des dommages sur l'activité de production en détruisant le capital. Enfin, la pollution et le réchauffement climatique accélèrent aussi la dégradation des ressources naturelles, réduisant ainsi les capacités de production et de croissance futures. La production de ces externalités apparaît donc comme inefficace d'un point de vue économique, puisque la lutte contre la pollution et contre ses effets néfastes mobilise à la fois des ressources humaines, des ressources matérielles et financières, qui auraient pu être utilisées dans d'autres domaines
afin de produire plutôt que de chercher à réduire les effets des externalités négatives et donc les effets des productions passées et actuelles. Il apparaît alors que l'allocation des ressources n'est pas optimale en raison des externalités générées. On pense par exemple ici aux pollutions des sols, de l'air et de l'eau qui sont causées par nos modes de production actuels et qui nécessitent des efforts importants de dépollution pour annuler les effets de nos activités. Et ces efforts de dépollution, s'ils sont source de production et source de croissance économique, sont inefficaces d'un point de vue économique puisqu'ils auraient pu être utilisés dans d'autres domaines. Ces limites environnementales risquent d'être d'autant plus flagrantes si toute la population adopte un mode de vie similaire à celui des habitants des pays occidentaux. En effet, l'empreinte écologique, les besoins en ressources naturelles, seraient alors largement supérieurs aux biocapacités de la planète. Il semble donc exister une forme d'incompatibilité entre le modèle de croissance actuel et les capacités pour l'atteindre. En l'état, le développement apparaît comme non durable, comme non soutenable à long terme. En effet, la croissance actuelle et la production de richesses semblent alors compromises, faute de ressources suffisantes, et ou en raison de trop fortes externalités négatives. Face à ces limites écologiques et économiques, il existe un débat autour de la capacité du progrès technique à être la solution pour déplacer ou dépasser ces défis et rendre ainsi la croissance soutenable. Ce débat prend notamment sa source dans l'interprétation de la définition du développement durable, communément admise à la suite du rapport Brundtland de 1987. Dans ce rapport, le développement durable est défini comme, je cite, « un développement qui répond aux besoins des générations présentes, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Le débat porte alors sur les moyens à mettre en œuvre pour maintenir la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins, et notamment sur la capacité du progrès technique à surmonter les difficultés, et ainsi à rendre la croissance durable. L'opposition se concentre sur le degré de substituabilité entre le capital naturel et les autres capitaux, notamment le capital humain et le capital technologique. Pour les partisans de la soutenabilité forte, les différents capitaux ne sont pas substituables entre eux. Il faut donc préserver le stock de chaque capital, et plus particulièrement celui du capital naturel, pour ne pas priver les générations futures d'une ressource particulière dont on ne connaît pas tous les bienfaits. Toute diminution du capital naturel est alors irrémédiable et ne pourrait pas être compensée par une augmentation des autres capitaux. L'argument porte notamment sur les apports et les bienfaits de la nature que nous ne connaissons pas encore et que, par définition, nous ne pouvons donc pas essayer de remplacer à l'heure actuelle. Il faut alors limiter les prélèvements à la stricte capacité de régénération de l'environnement et limiter la pollution à la capacité d'absorption des milieux naturels. Par ailleurs, le capital naturel joue un rôle systémique. On pense par exemple au rôle des abeilles. Dès lors, la déforestation réduit non seulement la ressource en bois, en termes de quantité, mais aussi la diversité de la ressource, la diversité des essences de bois, en termes de qualité, mais c'est aussi l'existence d'un écosystème propre à plusieurs espèces qui est alors menacée. Les forêts primaires jouent également un rôle de régulation du climat, en étant la source des pluies par exemple, par le phénomène de photosynthèse, les forêts primaires notamment, produisent de l'oxygène par absorption du CO2, elles régulent donc la concentration de ce gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Tous ces rôles remplis par la forêt, et de manière générale par le capital naturel, le progrès technique va avoir du mal à les remplacer, notamment parce que les connaissances sur ces phénomènes sont encore très largement incomplets. Pour les partisans de la soutenabilité forte, il faut alors mettre en place des mesures protectrices pour maintenir intact le stock de capital naturel, et c'est notamment l'objet du chapitre de Regard croisé qui porte sur le développement durable. Pour les partisans de la soutenabilité faible, cette fois-ci, le progrès technique peut permettre de substituer les capitaux humains et les capitaux technologiques au capital naturel, et ainsi de rendre la croissance soutenable en réduisant les besoins en capital naturel. Il s'agit cette fois d'une vision relativement optimiste et confiante sur la capacité du progrès technique à remplacer la nature et sur la capacité humaine à produire un tel progrès technique. Dans cette perspective, ce qui importe
pour permettre aux générations futures de répondre à leurs besoins, c'est le stock global de capital qui est important, et c'est ce stock global qui doit rester constant. Dès lors, toute diminution d'un type de capital, et notamment du capital naturel, peut être compensée par une augmentation des autres capitaux. En l'occurrence, les ressources naturelles qui disparaissent pourraient être remplacées par davantage de connaissances qui seraient intégrées dans le capital humain et dans le capital technologique. Cette substituabilité des ressources est notamment visible par la découverte de nouvelles sources d'énergie. Ainsi, l'épuisement du pétrole et du gaz, voire de l'uranium dans les prochaines décennies, n'est alors plus une fatalité et un obstacle à la production et à la croissance, mais au contraire une incitation à l'innovation, afin de trouver les nouvelles sources d'énergie alternatives pour le futur. Cette nécessité de trouver de nouvelles énergies est d'autant plus importante que, selon la théorie de la rente d'Hotelling, du nom d'un économiste, plus une ressource se raréfie, plus elle devient chère. En répondant aux critères de la loi de l'offre et de la demande, si l'offre d'un produit se raréfie, son prix sur le marché augmente. Dès lors, d'autres ressources, d'autres énergies deviennent plus compétitives, deviennent moins chères que cette ressource qui se raréfie, et peuvent donc remplacer la première source d'énergie qui disparaît. C'est d'autant plus possible si les gains générés par la hausse du prix de la ressource qui s'épuise sont réinvestis en recherche et développement pour lui trouver un substitut. Ainsi, les innovations comme le recyclage permettent de continuer à produire sans utiliser de nouvelles ressources naturelles. Le progrès technique débouche sur des alternatives en termes de matières premières ou de produits qui permettent de se passer des ressources naturelles grâce aux nouvelles technologies, en tout cas grâce aux innovations. De même, le progrès technique peut être à l'origine de procédés permettant de dépolluer ou de lutter contre le réchauffement climatique. Ainsi, dans cette vision, le progrès technique apparaît à la fois comme l'origine du problème, mais aussi comme la solution. La courbe de Kuznets environnementale, qui relie le niveau de pollution au niveau de revenus par habitant, semble démontrer que l'augmentation des revenus se fait dans un premier temps par une augmentation de la pollution, mais que passé un certain seuil de développement et de niveau de revenus, l'augmentation de ces revenus s'accompagne cette fois-ci d'une réduction des niveaux de pollution, soit parce que le progrès technique atteint permet de réduire les externalités négatives, soit parce que la population et les dirigeants ont pris conscience des limites du modèle de croissance et se soucient davantage de la pollution et des externalités négatives. Il faut toutefois noter que le progrès technique, en réduisant les coûts et les besoins de certaines ressources, en augmente plutôt la demande et accélère alors la disparition de la ressource. C'est ce que l'on appelle en économie l'effet rebond. Par exemple, le développement des voitures électriques et la baisse de leur prix conduit à une augmentation de la demande pour ce type de véhicule, et donc à une augmentation des besoins en électricité pour faire fonctionner ces voitures, mais aussi une augmentation des besoins en terres rares pour produire les différents composants de ces véhicules, notamment les batteries. L'effet sur l'environnement peut alors être contre-productif. En voulant réduire les besoins en ressources grâce aux progrès techniques, on se retrouve à les augmenter. J'espère que cette vidéo vous a plu et a été suffisamment claire pour identifier les différentes limites auxquelles est confrontée la croissance économique, c'est-à-dire l'épuisement des ressources, la pollution de l'environnement et le réchauffement climatique. Dans cette vidéo, nous avons aussi montré comment le progrès technique peut aider à rendre la croissance soutenable et à surmonter ces défis pour les partisans de la soutenabilité faible qui considèrent que le capital naturel est substituable et peut être remplacé par les autres formes de capitaux. Comme d'habitude, vous retrouvez des ressources complémentaires dans la description. Bon courage et à bientôt dans une nouvelle vidéo.